Voilà, voilà. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour parler de l'histoire blocage de la transition au Gabon et puis l'affaire de la signature. Je vous rappelle juste rapidement l'urgence par rapport à notre ami Crépin. Donc restons focalisés aussi sur nos vraies missions, hein. C'est les missions de la résistance et les missions du Gabonais tout court, c'est l'entraide pour nos valeureux soldats, hein, du terrain, notamment Crépin. Donc son numéro de téléphone RTL Monnaie pour qu'il aille faire ses examens. Il est sorti de prison hier. C'est le 0077 24 85 89. Donc c'est pas le 00 plutôt, c'est 077 quand vous êtes au Gabon, hein, 077 24 85 89. Je pense que je peux l'épingler ici s'il le faut, hein. Voilà, je vais voir si ça marche. Et après je vais récapituler. Voilà, tac, et ça, je l'épingle. Hop, comme ça, en commentaire du live. C'est aussi déjà, voilà, je l'ai épinglé en commentaire du live. Donc 0, 77, 24, 85, 89. Vous rajoutez un 7, hein. C'est le 0, 77, 24, 85, 89. Vous savez quelle est la nouvelle numérotation. Ok. Donc là, une fois que c'est dit, on peut passer au récapitulatif du live d'hier soir. Je vous recommande de le suivre en entier. J'ai traité 2 sujets à la fois, mais je vous recommande de le regarder en entier. Ok? Donc je vais juste récapituler pour ceux qui n'ont pas regardé et puis repréciser quelques petites choses parce qu'il y a toujours des retours suite aux différents échanges. Donc ça va me permettre de bien préciser 2 ou 3 petites choses que je voulais dire depuis hier. Voilà, on fait ça comme ça. Hop, j'épingle. Ok, donc revenons sur l'affaire de la signature. Donc, je vous ai expliqué hier qu'une signature, c'est un élément qui vous identifie. C'est un élément qui va aussi authentifier l'acte que vous allez signer. Cet acte, ça peut être n'importe quel papier, en tout cas qui vous engage. Un acte, c'est un papier qui vous engage. C'est un document qui vous engage, qui engage votre responsabilité pénale, votre responsabilité sociale, votre ce que vous voulez. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont défini pour valider un acte la notion de signature. Hein. Avant, il y avait autre chose. Hein. Dans la société un peu médiévale, il y avait autre chose. Hein. On avait des cachets, on avait des bagues, des machins. Mais aujourd'hui, c'est la signature. Il y en a qui signent avec une croix, il y en a qui signent autre chose. Donc la signature, c'est une calligraphie qui identifie l'auteur d'un acte et qui permet de prouver que cette personne est bien d'accord avec ce qu'il a signé. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez signé, eh ben, on peut le déterminer au travers du fait que c'est pas votre signature qui est là où elle est. Il y a même des dossiers en Europe où la signature doit être à un endroit précis pour qu'un acte soit valide. Par exemple, si vous ne signez pas en France, par exemple, hein, vous imaginez vous signez un accord de vente ou un crédit ou quelque chose comme ça. Si vous ne signez pas après les mentions, c'est-à-dire après avoir lu le texte, que vous ne signez pas en ayant précédé ce que vous avez signé de lu et approuvé, est-ce que vous savez que ce que vous avez signé peut avoir une valeur nulle? Ça veut dire que si un assureur vous fait signer un contrat, mais que vous n'avez pas mis lu et approuvé, avec votre signature après le lu et approuvé et après toutes les mentions, c'est-à-dire après tout ce pourquoi vous vous engagez, il est possible que vous disiez que vous ne devez rien à cet assureur, que vous n'avez jamais signé de contrat. Et ça va être reconnu légalement. Il y a des jurisprudences ici en France qui l'ont reconnu. Donc l'affaire de signature, c'est pas parce que nous, c'est un truc qui est arrivé dans notre société et on ne sait pas ce que c'est. Parce que les gens croient que signer, c'est juste tu prends un truc, tu traces et puis ça va. Un jour tu signes ma boule, le lendemain tu signes intelligent, aujourd'hui tu signes la croix, le lendemain tu signes autre chose. Non. C'est pour ça qu'on nous a un peu maltraité même quand nous étions au collège pour que nous choisissions notre signature et qu'on sache la reproduire plus ou moins à l'identique. Après, il y a les calligraphes qui sont des professionnels qui vont analyser les signatures pour justement pouvoir dire qu'une signature est la même. Il y a des éléments clés de la signature. Donc, il y a des courbes, il y a si la personne écrit ses initiales sur la signature, ce sont ces éléments clés que le calligraphe va regarder. Et même la manière dont vous signez permet de voir s'il y a eu contrefaçon ou pas. Parce que par exemple, quelqu'un qui est en train de contrefaire la signature de quelqu'un d'autre, il va signer lentement parce qu'il hésite. Et ces hésitations vont créer des traits sur des micro-traits sur des micro-variations sur le trait, des irrégularités sur le trait de la signature, où un calligraphe peut dire effectivement que, eh ben, si on conteste un jour la validité d'une signature, il peut dire, j'ai analysé et j'ai vu que quand le monsieur signe, la personne elle-même signe,
Il signe d'un trait, alors que quand c'est quelqu'un qui le copie, eh ben, il hésite. Du coup, il trace tout doucement. Est-ce que vous savez que ça, ce sont des éléments d'expertise des calligraphes? Donc, quand vous parlez de ce sujet, n'en parlez pas comme si c'était un sujet de quartier. C'est un sujet important. Et je l'ai dit, c'est d'autant plus important que dans le cas d'espèce, ça touche au sommet de la nation. Le sommet de la nation est capable de nous engager dans une guerre. Si par exemple il n'est pas content de sa belle-mère qui est française, il peut très bien aller signer un truc où il dit que allons faire la guerre à la France. Donc il a un pouvoir puissant. Il peut décider du jour au lendemain que à partir d'aujourd'hui je signe un décret, c'est interdit d'importer des voitures de plus de 3 ans. Même s'il n'a consulté personne, il peut prendre plein de décisions qui vous impactent. Donc, c'est d'autant plus important. Déjà, pour vous, c'est important. Quand vous allez retirer de l'argent en banque ou quand vous signez un chèque, on vous dit, attention, votre signature doit être bien apposée. Parfois même, il y a une couleur qu'on vous impose pour la signature. Vous en rappelez. Alors, il y a des tolérances. On va me dire, parce que là, je vais maintenant balayer vos questions. On m'a dit, oui, mais attendez. Ali Bongo a eu un AVC. Comme il a eu un AVC, c'est normal que quand il va signer, sa signature soit hésitante, que ça soit pas la même signature que avant qu'il ait l'AVC. D'accord? Donc c'est normal. Donc après tout, ça veut dire pour nous que c'est lui qui a signé, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il a l'AVC que sa signature est hésitante. Je rentre dans cet argumentaire et je vous dis ceci. Considérant le sens de la signature, lorsqu'un individu n'est pas en capacité de reproduire sa signature, il peut soit déléguer quelqu'un qui va être responsable à sa place. Dans le cas d'un président, ce n'est pas possible. Donc, on peut signer par délégation, PED. C'est comme ça qu'on met lorsqu'on signe un document. PED, ça veut dire par délégation. Et tu signes. La personne qui signe par délégation, elle rend celui qui a signé responsable, mais c'est lui qui a signé qui est responsable de tout, puisque c'est lui qui a signé par délégation de celui qui lui a donné le pouvoir. Or, on ne peut pas déléguer le pouvoir présidentiel au Gabon, ni dans une république. Donc, personne ne pouvait signer à la place d'Ali Bongo si Ali Bongo n'est pas capable de signer. Donc, personne ne pouvait signer par délégation. On peut aussi signer pour ordre. Pour ordre, c'est le PO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tu ne délègues pas tes pouvoirs à quelqu'un, mais tu ordonnes à quelqu'un de signer à ta place. Quand on ordonne à quelqu'un de signer à ta place, parce que toi, tu n'es pas en capacité de signer, cette personne-là n'est pas responsable de ce qu'elle signe, ou bien vous pouvez être co-responsable, toi qui es ordonné et la personne qui t'ordonne. Sauf qu'il y a des documents internationaux et des documents très importants qu'on ne peut pas signer par ordre. Parce que justement, la présence de l'individu prouve que cet individu peut signer. Et comme il est présent et qu'on dit qu'il est en capacité de remplir ses fonctions présidentielles, tu ne peux pas aller dire à la CEAC, « Ah non, je suis là, mais c'est Bilé Binze qui va signer par ordre. » Non. Tu ne peux pas. Donc, Ali Bongo ne pouvait, par exemple, pas dire à Bilé Binze de signer par ordre. Parce que on va lui dire que mais toi tu es donc là pourquoi? Et donc ça veut dire qu'il y a une vacance de pouvoir de fait puisque tu es en incapacité désormais d'exercer le pouvoir de signature que seul le président de la République a en matière notamment de traités internationaux et autres. Il ne peut pas déléguer. Donc vous comprenez le piège dans lequel eux-mêmes se sont mis. Donc dites-moi, cette signature ne pouvant pas être identique à l'original, ça pose un problème. Ça pose un problème. Qu'il soit malade, absent ou tout ce que vous voulez, ça pose un problème de droit. C'est que ça devient clairement une nouvelle signature. Et cette nouvelle signature, puisqu'elle peut être contestée à l'international, au niveau national, ça pose un souci de droit. Comprenez-le bien. C'est comme si Ali Bongo avait inventé une nouvelle signature désormais, puisqu'elle n'est en nul point comparable aux signatures qu'il avait avant. Donc c'est une nouvelle signature. Mais une nouvelle signature de qui? Un individu qui devait en avoir qu'une. Mais si tu es en incapacité de signer, donc d'exercer ton pouvoir, c'est qu'il y a une vacance de pouvoir. Si tu es capable de signer, ben tu dois signer à l'identique d'avant. C'est aussi simple que ça, c'est binaire. Alors, il y a des gens qui ont dit, oui, mais moi, quand j'ai eu un AVC ou un problème, j'ai signé un chèque de banque et le banquier a accepté, même s'il y avait des différences, parce que je n'avais plus la même force dans la main. D'abord, sachez-le, si quelqu'un pouvait contester vos actes signés inconformes avec vos anciennes signatures, sachez que vous êtes sous le coup de ces contestations. Heureusement pour vous que c'est vos chèques et que vous ne pouvez pas contester vous-même la validité de vos chèques. Que le banquier s'arrange avec vous. Mais si c'est un contrat, que vous sortez d'un AVC, vous venez signer le contrat différemment de d'habitude, c'est-à-dire que votre signature est connue de la personne. Et vous venez maintenant avec une nouvelle signature, soi-disant parce que vous sortez d'un AVC, il y a un problème. On peut vous contester l'acte que vous avez signé si vous ne le savez pas.
Vous croyez que c'est normal, le banquier a accepté parce que machin, c'est normal, ça se fait. Non, on peut contester la validité de l'acte que vous avez signé si votre signature est non conforme, en tout cas si on ne la retrouve pas, si on n'arrive pas à l'identifier. Mais il y a des arrangements parce qu'on sait que vous, le banquier sait que vous n'allez pas contester vous-même votre signature. Or là, en l'espèce, on est sur un document international qui a une visibilité et une portée très forte. Et qui en plus intervient au moment où une population donnée, en tout cas une frange de la population, conteste le fait qu'Ali Bongo soit même vivant. Donc il y a un contentieux de fait qui trempe là, qui est là-dessous. Et c'est pour ça que la CEAC ne pouvait pas se contenter d'autre chose que de la signature effective de la personne. Sauf que quand la personne signe, ça n'a rien à voir avec sa signature d'avant. Ça pose un problème. On peut donc légalement et légitimement contester cela. Si tu es capable de signer, signe comme avant. Parce que ta signature est unique. Si tu n'es pas capable de signer, c'est que tu n'as plus la capacité d'exercer ton pouvoir de signature. Or, le pouvoir de signature dans la République, pour le président de la République, c'est le pouvoir qui le rend président de la République, par lequel il signe des actes. Donc, ça veut dire de fait qu'il y a une vacance de pouvoir à constater, puisque la personne ne peut plus signer normalement. En tout cas, elle ne peut pas signer à l'identique. Donc, on peut contester tous ces actes. Retenez-le. Et puis, ça pose un deuxième problème. Mais si la signature là, la nouvelle là, c'est désormais sa signature, ce qui est déjà un problème par rapport aux signatures d'avant, avant sa chute. Mais alors, mais qui signait juste après le 24 octobre? La signature là venait d'où? Parce que tu es rétabli, tu dois bien signer. En tout cas, tu dois mieux signer que quand tu étais bien malade. Donc, un an après ta maladie, en tout cas ta chute, tu signes très mal. Et quelques mois avant, tu signais très bien. Il y a un problème. Ça pose un deuxième problème. Donc, il y a un souci. C'est que quelqu'un détenait ta signature. Et il signait à ta place. Et ça, c'est encore un plus grand problème. Là, maintenant, ça remet en question tous les actes signés avant. Et comme la nouvelle signature non plus n'est pas reconnue, ça remet aussi en question l'acte signé là-dessus. Et en plus, ça fait un lien avec la vacance de pouvoir. Puisque la personne n'est plus en capacité de signer à l'identique d'avant. Il n'est plus en capacité. Donc, toutes ces signatures seront désormais contestables. Que ça vienne de lui ou pas, je peux dire que je ne suis pas sûr que c'est Ali Bongo, parce que quand j'analyse par un calligraphe professionnel, voilà la signature qu'il avait avant, voilà la signature d'après, je m'en fous que vous l'ayez vu ou pas signé, là n'est pas la question, sa signature n'est plus la même. Si sa signature n'est plus la même, je conteste la validité de l'acte, parce que la signature est unique pour un individu. C'est comme si vous me disiez qu'aujourd'hui je peux signer avec la croix, demain je signe avec le rond. Mais je serai comptable de quoi? La croix ou le rond? Quels sont les documents qu'on va mettre à mon compte? Les documents avec la croix ou les documents avec le rond? Parce que c'est la même chose. Dès que vous changez des éléments de base d'une signature, ce n'est plus la même chose. C'est comme les empreintes. Il y a des éléments de base d'une signature. Et là, regardez bien les deux signatures. Les éléments de base n'y sont pas. Ce qui fait que les deux signatures soient identiques, même si les traits sont tracés différemment, même si les ronds sont plus larges. Ce qui fait qu'on dit, voilà les indicateurs. Il y a des indicateurs comme ça que les calligraphes connaissent. Ils te disent telle zone doit être identique à telle zone. Parce que sur toutes les signatures, cette zone, elle est toujours identique. Mais regardez bien, cette nouvelle signature n'a rien à voir avec les autres. Donc la contestation est légitime. La contestation est légitime. Et cette contestation, tout de suite ouvre le champ de la vacance de pouvoir. Le président ne pouvant plus signer correctement comme il signait avant, donc on ne peut plus identifier sa signature, n'étant pas en capacité de déléguer le pouvoir à quelqu'un pour signer à sa place, puisqu'il est président, ne délègue pas le pouvoir, n'étant pas en capacité pour certains actes de faire signer pour ordre, parce que ça pose un véritable problème de responsabilité, et bien, désormais, là, on est clairement dans un cas de vacance de pouvoir et de nullité de tous les actes qui ont été réalisés depuis le 24 octobre 2018 avec une signature qui, semble-t-il, n'était pas faite par lui et la nouvelle signature qui, même si elle est faite par lui, n'est pas identique à l'autre, donc elle est contestable. C'est simple. Et alors, ça pose un autre problème. Écoutez, c'est bizarre quand même que c'est au moment où Farjon se retrouve derrière les barreaux que désormais on voit la nouvelle signature tordue, hein, en tout cas hésitante, inconforme à l'ancienne signature d'Ali Bongo sur un papier. C'est bizarre. Tout le temps que Farjon était dehors, on voyait une signature correcte qui ne pouvait pas émaner d'une personne atteinte d'un AVC, mais que le régime nous expliquait comme étant la signature d'Ali Bongo. Puisqu'on sait qu'il n'y a que lui qui peut signer les actes comme, par exemple, les tableaux d'avancement. C'est le président de la République. Ça peut pas être Farjon. Ça peut pas être quelqu'un.
C'est pas signé PO, il n'y a pas de PO, il n'y a pas de PD. C'est lui-même. C'est ce qui est marqué, les décrets, tout ça. Donc concrètement, qui signait? Si les deux signatures sont si différentes, qui signait? Et donc cette personne qui signait est une personne qui exerçait clairement déjà le coup d'État à la tête de la nation depuis 2018. Et c'est pas donc maintenant qu'on doit parler d'un coup d'État, puisque quelqu'un d'autre exerçait le pouvoir à la place du président. C'est un coup d'État flagrant. C'est très grave. On a vécu pendant 1 an sous un coup d'État flagrant qui était autorisé, accepté par les gens au sommet de l'État, par l'armée, par tout le reste. Et c'est le sens de l'appel du 7 janvier. Quand ils ont dit qu'il y a une bande de gens au sommet de l'État qui veulent s'accaparer le pouvoir, c'est ce qu'ils voulaient nous dire. Ça, c'est un coup d'État. Le coup d'État, c'est pas le truc de décembre, de machin, ça c'est les trucs qu'ils font là. Le vrai coup d'État, on a vécu sous un coup d'État pendant 1 an. Parce que du coup, avec la nouvelle signature qu'on voit, c'est pas du tout Ali Bongo, du coup, qui signait pendant 1 an. Même si vous considérez que c'est lui qui a signé, et moi je suis d'accord avec vous que c'est lui qui a signé, mais cette signature n'étant pas identique, elle est contestable. Mais même dans ce cas-là, alors la première signature, celle de 2018, ça venait pas de lui. On se retrouve face à un problème plus grave. On était donc en train de vivre sous un coup d'État où le pouvoir était usurpé, déjà usurpé depuis 2016, mais cette fois-ci usurpé doublement par quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui semble-t-il a un lien avec Farjon puisque tout ça change dès le moment que Farjon est en prison. C'est bizarre. Tout ce qui a été signé, promulgué, tout ça depuis le 24 octobre 2018 est illégal, contestable, nul, et en plus les gens qui ont fait cela doivent être traités en justice. Tous les complices. Et si ce n'est pas la justice du tribunal, c'est la justice du peuple. Il faut le savoir. Tous les gens qui ont été nommés, colonels, généraux, machin, les avancements, les décrets, celui-là est ministre, celui-là 3 jours plus tard il n'est plus ministre, celui-là 4 jours plus tard, là ils viennent eux-mêmes tout seuls de nous démontrer la nullité et en plus le fait qu'il y avait un coup d'État au sommet de la nation. Parce que c'est pas Ali Bongo qui signait. Alors il y en a qui m'ont dit oui mais c'est possible que ce soit une signature électronique. Sachez que encore une fois la signature électronique en droit est contestable. Elle n'est pas sûre à 100%. Le moyen par lequel elle est réalisée est très important parce que c'est encadré. Et deuxièmement, elle est même contestable. En droit français, par exemple, tu peux aller au tribunal et dire que moi, puisque l'informatique est contestable, l'informatique n'est pas un absolu. L'absolu, c'est la signature manuelle de la personne. C'est pour ça que c'est manuscrit. Donc, si quelqu'un avait la signature électronique d'Ali Bongo et qu'il a posé ça sur des documents, ça ne change pas la contestabilité de ces documents-là. Parce que la signature électronique, c'est la chose la plus facile à falsifier. Il y a un cadre pour ça. Et ce cadre, aujourd'hui, dans la situation actuelle du Gabon, n'est pas respecté. C'est une réalité. Nous sommes donc face à un coup d'État depuis 2018, orchestré par les plus hautes autorités. Et tous ceux qui sont aujourd'hui en place au Gabon étaient conscients et ils ont validé ce coup d'État. C'est ça le cœur du problème. Et on doit dire non à cela, faire annuler tous les actes, demander des comptes en tant que citoyen et refuser de considérer comme normal qu'on nous amène une nouvelle signature d'une personne qui est en incapacité de signer comme avant. Si tu es incapable de signer comme avant, je le répète, et donc on ne peut plus authentifier ta signature et tes actes, à partir de ce moment, il y a de fait la reconnaissance du fait que tu dois laisser le pouvoir. Tu n'es plus en capacité d'exercer le pouvoir au travers de la signature des actes, puisque tous tes actes sont désormais contestables. Donc, vacances de pouvoir, de fait. Ne tournez pas avec ça. Et ma dernière partie de mon live d'hier, je le récapitule aussi, c'était par rapport comment je vais les appeler, ces opposants véreux là, qui sont opposés à la transition démocratique au Gabon et qui veillent juste à leurs intérêts, qui ne connaissent pas le sens de ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation et qui permettent et qui sont là juste pour négocier des intérêts de leurs affidés, de leurs proches, sous le prétexte de se battre pour la transition démocratique. Et comme ils n'ont pas été consultés pour réfléchir à la mise à plat des institutions, parce qu'il y a eu des consultations qui se sont faites localement et qui se sont faites aussi avec des instances internationales. Vous savez que le Gabon ne vit pas en autarcie, on n'est pas cloisonné, on fait partie de communautés, on a des relations avec des partenaires.
Et tout le monde a compris que la situation du Gabon ne peut pas continuer. Mais comme ils ont vu que ces gens-là sont des transfuges du PDG, ce sont des PDGistes eux-mêmes, ils ont des comportements de PDGistes, ils ne veulent pas vraiment le développement du Gabon, ils n'ont pas été consultés. Dès le moment qu'ils n'ont pas été consultés, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué le processus de transition. Et c'est à cause de ces gens, je vous le dis, c'est à cause de ces gens-là que les Nourdine et les Alianga sont sortis. Parce que dès le moment qu'ils bloquent le processus de transition, parce que eux ils n'ont pas leurs intérêts, ben c'est fini. La nature ayant horreur du vide, n'importe qui a sorti sa tête. Et pire encore, c'est que ces gens-là, de l'opposition, je dis bien, parce que la majorité on les connaît, mais ces gens de l'opposition, qui aujourd'hui là nous parlent de gouvernement de concertation, et c'est pas que Nzouba, je tiens à le dire, c'est pas que Nzouba, ne parlez pas que de Nzouba. Les autres là, ils savent de qui je parle. Et je les avertis encore une fois. Vous avez décidé de faire arrêter les jeunes qui ont travaillé à mettre à plat les institutions pour que plus jamais ce qui s'est passé au Gabon en 2016, 2009, 2005, 98, 93 et même 90, que plus jamais cela ne se passe. Comme on ne vous a pas consulté et que vos intérêts, vous, c'est tout ce que vous voulez, les intérêts de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos tisas, de vos pères et de vos mères, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? De vous associer avec le régime de Nourdine pour les faire arrêter, soi-disant pour des tentatives de déstabilisation de l'État. Vous n'avez pas honte. Certains d'entre vous, vous avez même négocié avec Farjon pour aller donner de l'argent à certains jeunes dans le quartier et ces jeunes-là devaient inciter, en tout cas, à ce fameux dialogue de concertation que vous vouliez. Avec Farjon, vous n'avez pas honte. Mais ça ne va pas se faire comme ça. Le gouvernement de janvier, on va vous attendre dedans parce que vous avez envoyé vos gens, vous avez déjà négocié. Comme vous ne voulez pas de la transition démocratique, vous voulez juste récupérer des intérêts propres, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cassé. Vous voulez casser le processus de transition démocratique réel et passer à une transition bateau dans laquelle vos enfants, ils vont bénéficier encore une fois des postes et des places. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous vous appelez à la dissolution de l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'Assemblée est dissoute, vous avez déjà préparé vos enfants ministres. Hein? Écoutez bien. L'Assemblée est dissoute, tout de suite, le gouvernement démissionne tout en entier. D'accord? Parce que vous savez que le Premier ministre en République gabonaise est issu de la majorité à l'Assemblée. Donc si on dissout l'Assemblée, de fait, le gouvernement démissionne. Quand le gouvernement démissionne, on refait justement le gouvernement. Et là, vous positionnez vos gens. C'est ce que vous voulez. C'est pour ça que vous êtes en train de tous appeler pour la dissolution de l'Assemblée et derrière machin. C'est pas l'Assemblée du Gabon doit être dissoute, pas pour vos raisons, mais parce que ce sont des voleurs. Parce que dans l'ardoise de 2000 milliards ou 1500 milliards d'après la Cour des comptes, une bonne partie de cet argent a été volé par des gens à l'Assemblée à qui on donné des pots de vin qui venaient siéger pour rien. Et lorsqu'on fait passer des lois ou des décrets ou n'importe quoi, eux, ils doivent donner leur approbation dessus. On leur donnait de l'argent. En plus du détournement de leurs propres fonds qu'ils font tous les jours. Pour cette raison-là, l'Assemblée gabonaise doit être dissoute. Mais elle ne doit pas être dissoute parce que vous avez déjà positionné vos gens qui vont prendre des postes dans le prochain gouvernement. Le fameux gouvernement de concertation. C'est ça le nom que vous avez trouvé en catimini. Et vous croyez qu'on ne va pas savoir ça? Et pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. L'intérêt de la nation n'est pas garanti. Pendant ce temps, les hôpitaux tournent mal. Pendant ce temps, il y a des détournements de fonds. Pendant ce temps, Nourdine fait ce qu'il veut. Pendant ce temps-là, on signe des actes avec des signatures truquées. Pendant ce temps, une personne qui ne peut plus exercer son pouvoir, il se présente comme le représentant du peuple gabonais. Tout ça parce que vous voulez veiller à vos intérêts. Et demain, après-demain, on va vous voir arriver avec des histoires de oui, vous savez, pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut dialoguer, machin. Si vous étiez pour l'intérêt supérieur de la nation, ça se saurait. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait des tout sauf fans, des tout sauf Pounou, des tout sauf Nzembi, des tribalistes comme pas possible. Et vous êtes là pour parler de quoi? Intérêt supérieur de la nation. Dans l'intérêt supérieur de la nation, c'est vos enfants qui sont les mieux lotis pour aller représenter le peuple gabonais. C'est vos enfants seulement. Donc, parce que c'est votre ADN et que vous étiez déjà propriétaire du Gabon sous Bongo, ça doit être aussi vos enfants qui sont propriétaires du Gabon après vous. C'est ça l'intérêt supérieur de la nation. Vous allez nous sortir les faux discours là-dedans bientôt pour préparer les nominations. Moi, je vous dis que ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Et vous savez bien de quoi je parle. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas arrêter ces jeunes. Beaucoup d'entre eux là ne sont même plus chez eux. On les poursuit, on les traque. Les pauvres, ils ont juste essayé de travailler avec leurs intelligences pour remettre à plat les institutions. Aujourd'hui, là, vous les pourchassez. Parce que désormais, vous êtes alliés de Nourdine comme vous étiez alliés hier avec Alianga.
Et comme vous étiez alliés hier avec Ping, désormais, il y en a même qui sont proches de Ping qui sont dedans. Faut pas fatiguer les gens. Ça va pas se passer comme ça. Pendant ce temps, les familles gabonaises enregistrent des morts chaque semaine, des accidents parce que la sécurité routière n'est pas assurée. Les gens meurent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas les médocs. Les antirétroviraux manquent parce que vous avez détourné l'argent. Pendant ce temps, il n'y a pas les routes. On voit comment les gens se moquent du Gabon à l'international. Pendant ce temps, et vous venez nous parler de quoi? Chris Bukas, ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà, nous sommes dans une stratégie de sage. Quand on est un résistant, on est sage. La sagesse requiert ceci. Tu avertis quelqu'un. Tu l'avertis d'abord pour qu'il change. Si la personne ne change pas, là tu agis. Il y a une ligne rouge. Elle arrive. On a dit que le prochain gouvernement arrive, non? La ligne rouge est là. Eux-mêmes, ils savent de quoi je parle. Nous voulons une transition démocratique au Gabon où les institutions sont mises à plat. C'est une obligation. Si le Gabon doit se redresser, il faut pas que Mboronto reste en place. Et en plus, il ne faut pas que quelqu'un d'autre arrive et devienne un Mboronto bis. Il ne faut plus. C'est comme ça que Jerry Rawlings a fait au Ghana. Comment le Ghana est devenu solide? Il l'a dit. Ma mission, écoutez bien la phrase de Jerry Rawlings. Ma mission est que, après ma présidence, si même le diable veut prendre le pouvoir au Ghana, il n'y arrive plus. C'est ça qu'il a déclaré. C'est-à-dire qu'après les réformes de profondeur qu'il a faites, même le diable, d'après lui, ne pouvait plus prendre le pouvoir au Ghana. Donc c'est ce qu'il nous faut. Une mise à plat de toutes les institutions. Et les jeunes qui ont travaillé à cela, avec leur temps, en mode bénévole, avec des consultations, des machins, pour essayer de redresser le pays, parce qu'ils ont la compétence. Tout simplement parce qu'on ne vous a pas consulté, vous, les crocodiles. Vous voulez maintenant les emprisonner au Gabon. Et ils sont traqués maintenant dans leur maison. Tout ça parce qu'ils ont voulu juste apporter un peu de ce qu'ils pouvaient à leur nation. Je ne vous dis pas que c'est des saints. Mais vous croyez que vous pouvez lancer une cabale contre les gens? Vous pouvez lancer une cabale contre un Gabonais? Les gens là, vous tous qui êtes cachés dans l'opposition, vous pouvez lancer une vraie cabale, vous êtes sûr? Voilà ce que je veux leur dire. Et ça va se savoir. On n'est pas loin, ça va se savoir. De là à là. De là à là. Il y a des gens qui veulent qu'on parle de Nourdine, Bongo, Valentin. Bon, il est né à Neuilly. Hein. Il est né à Neuilly-sur-Seine, donc la localité de Sarkozy. Hein? Tiens, Nourdine, je dis oh. Bon, vous savez quel âge il a, donc j'ai pas besoin de dire l'année. Son nom de famille, c'était Mohamed. Hein, c'est ça, hein? Mohamed Nour Eddin. Écoutez bien, Mohamed Nour Eddin Bongo. Il n'y avait pas Valentin... Edouard, pardon, j'ai oublié. Mohamed Nour Eddin Edouard Bongo. Né à Neuilly, l'année que vous connaissez là. Bon. Écoutez. J'ai pas compris un truc, c'est que d'abord, il a changé de nom, ça c'est son problème. Il a rajouté Valentin, c'est son problème. Mais il enlève Mohamed. Il est né homonyme de Mohamed VI. Pourquoi tu enlèves Mohamed? Ça me regarde pas. Je fais ma parce que c'est une parenthèse dans la parenthèse. Moi, je parlerai même pas de Nour Eddin. Mais puisque vous voulez parler de lui, parlons rapidement. Hein? Nour Eddin, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est la lumière de l'islam. Nour Eddin. Mohamed, c'était son prénom. Il a changé. Il n'y a plus. Maintenant, il n'y a plus. Pourquoi? Tu étais homonyme de Mohamed VI. Pourquoi tu as changé de prénom? Tu fais ce que tu veux. Je pose seulement les questions. Enfin, on dit un siloa kaba medzo. Ça veut dire que quand tu poses une question, on ne doit pas t'envoyer au tribunal parce que tu as posé la question. Une question ne t'amène pas en prison ni au tribunal. Je pose juste des questions. J'ai fermé ma parenthèse. Dans la parenthèse, mon message est fini. Je vous souhaite un agréable midi. Une agréable après-midi, on est ensemble, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien.